Bon, eh bien, bonjour, bonjour mes amis. Donc, je crois qu'il est l'heure, hein. Il est 17h30 donc en France et donc il est 11h30 au Canada. Donc, je vous accueille sur une nouvelle émission que nous consacrons donc à l'intelligence artificielle et également aux ordinateurs quantiques. Ce sont deux choses différentes, c'est vrai, mais vous allez voir par quel biais on va les traiter, sachant que je pense que on en parle un peu trop et surtout on fait un peu trop de plans sur la comète, sur des concepts qui ne sont pas encore avérés aujourd'hui. C'est plutôt cet aspect des choses que je vais insister, aussi bien d'ailleurs pour l'intelligence artificielle que pour les machines quantiques. Donc, on va essayer quand même d'expliquer les choses en détail, mais c'est surtout ça. Je crois qu'on en parle trop aujourd'hui. Bien, donc je vous vois actuellement, donc je sais qu'il y a pas mal de personnes donc, qui sont connectées. J'espère que je ne vais pas vous choquer dans les termes que je vais employer. La présentation qui va être faite maintenant, on l'a déjà faite récemment, mais apparemment quelques abonnés de Lemarson ont eu des problèmes, me semble-t-il, de son. Alors, eh bien, nous la recommencer, donc nous recommençons donc avec le plus grand plaisir, ça nous a été demandé, et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez, on va passer une heure ensemble là, sur ces thèmes-là, qui ne sont pas d'ailleurs les thèmes les plus simples à traiter, hein, c'est vrai, hein. Mais au moins, on va pouvoir se dire les choses telles que on les imagine, là, les choses réelles là, par rapport à ce qui se dit un petit peu aujourd'hui, un petit peu de travail. Alors d'abord, vous allez voir, il y a donc deux parties dans cette présentation qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, hein. Les machines quantiques aujourd'hui ne sont pas nécessairement les meilleures solutions pour aller traiter des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est pas du tout ça. C'est simplement que dans les deux cas, il nous semble que on va beaucoup trop loin. On est en train de dire que l'intelligence artificielle va nous remplacer, c'est des robots, etc. Je crois qu'on confond tout. Et donc, il est peut-être temps maintenant de se poser, de redonner les définitions de ce que sont ces choses-là, ne pas tout mélanger, hein, quitte à ce que ça soit moins spectaculaire. Mais au moins, on dira les choses telles qu'elles sont. Alors d'abord, stop à la folie. D'abord, l'intelligence artificielle, hein, vous verrez, je dirais plusieurs fois, elle est tout, à mon sens, sauf intelligence. Mais c'est quoi exactement? Alors, d'abord, l'intelligence artificielle, ce n'est pas non plus, c'est pas non plus la robotique. On a beaucoup parlé de ça, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas la robotique, ça n'a strictement rien à voir. La robotique, si j'en crois en tout cas Wikipédia, c'est l'ensemble des techniques qui permettent la conception et la réalisation donc de machines automatiques, hein, des robots ou des systèmes à commandement, donc la commande automatique, qui effectuent une tâche bien précise pour laquelle ils ont été conçus. Alors souvent, c'est dans le domaine industriel, militaire ou domestique, mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. On ne fait que simuler donc un comportement qui est un comportement humain, mais sans apporter d'intelligence. On donnera dans un instant la définition, pensons à la définition de l'intelligence artificielle. Les robots ne sont pas intelligents. Déjà, à l'époque de la guerre froide entre les Américains et puis les Russes, on parlait dans les années 55, 60, vous voyez, ça fait 60 ans. On parlait déjà de cybernétique. Cybernétique, au fond, c'était une forme intelligente, mais une forme particulière, en tout cas, de robotique. Et les Russes avaient fondé donc l'essentiel de leur stratégie de conquête et de domination sur cette fameuse cybernétique. Mais qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Et je pense qu'il y a un peu le risque de voir la même chose avec l'intelligence artificielle, qui d'un côté fait peur, et de l'autre, eh bien, on s'étonne qu'on ne fasse pas plus de progrès. Alors, la définition de l'intelligence artificielle, j'en prends une 50, hein, je prends celle de Marvin Minsky, qui est l'un on va dire, des pères fondateurs de l'IA, qui travaillait donc au MIT, donc à Boston, et qui a dit, à mon sens, une chose qui est juste, hein, la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui, pour l'instant, sont accomplies de manière plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des process mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Bonne définition, en tout cas, qui positionne, à mon sens, donc la robotique par rapport à l'intelligence artificielle. Mais au fond, la grande différence que l'on va voir tout de suite,
c'est que un algorithme d'intelligence artificielle ne peut faire aujourd'hui que ce qu'on lui a dit de faire. Même s'il a une certaine capacité de raisonnement, il ne faut pas confondre le raisonnement avec ce qui caractérise justement l'intelligence. Alors l'un des aspects que l'on voit, c'est ce qu'on appelle le cognitif. Là encore, je prends une définition du Wikipédia qui paraît juste. Hein. Le cognitif, c'est l'ensemble des grandes fonctions de l'esprit. Vous voyez, de l'esprit lié à la connaissance, c'est-à-dire la perception, le langage, la mémoire, le raisonnement, la prise de décision, le mouvement. On dirait des algorithmes d'IA et de robots sont capables de traiter une partie de ces choses-là. Mais il va lui manquer à ce robot ou à ces équipements l'essentiel qui justement fera donc l'intelligence, c'est-à-dire le raisonnement, donc on va dire des fonctions cognitives supérieures, le jugement moral, l'esthétique, le raisonnement donc logique, mais à haut niveau. Alors, je pense qu'elle n'est pas intelligente, l'intelligence artificielle. Elle n'est pas intelligente, hein, parce que je pense qu'il faut associer l'intelligence à deux notions qui sont d'une part le libre arbitre et d'autre part la conscience de ce que nous faisons. Vous voyez, je prends ma souris ou je regarde mon écran, j'ai conscience que je prends ma souris et que je regarde mon écran. Un algorithme d'IA, aujourd'hui, n'est pas capable de faire ça. C'est très simple. Hein. Donc, moi, je pense que les machines d'aujourd'hui, donc les machines associées donc à un algorithme d'intelligence artificielle, n'ont pas cette liberté, au moins pendant quelques temps. Et à mon avis, ce quelques temps peut durer très longtemps. Hein. L'algorithme ne pourra pas décider d'une conduite à tenir qu'en fonction donc d'un traitement et d'une analyse de données. La décision étant l'aboutissement donc d'un cheminement algorithmique bien précis qui n'a rien à voir avec le libre arbitre. Si j'ai envie maintenant de me lever et puis de dire tiens, le spot qui est là me fait trop de lumière, c'est mon libre arbitre. Mais ça, c'est pas un algorithme d'intelligence artificielle. Lui, il ne fera, même avec des raisonnements qui s'approchent un petit peu du cognitif, dire même avec ça, il sera absolument incapable de décider qu'à un moment donné, bon ben non, puisque c'est comme ça, j'arrête de travailler. Ça, c'est pas vrai. Et puis, il y a une deuxième notion qui est importante, c'est la notion de conscience. Donc, la décision, encore une fois, elle est distincte de la conscience qu'il en a. L'algorithme, lui, d'intelligence artificielle, n'a pas cette perception, contrairement donc à un être humain. Et personne aujourd'hui ne sait exactement ce qu'est la conscience, ni où elle se situe. Donc, vous voyez, autant les décisions sont manifestement la conclusion de processus chimiques que l'on peut localiser dans le cerveau, c'est vrai. Certains parlent même de programmes, hein, si on reprend les termes de Yuval Noah Harari, qui a écrit 2 livres absolument remarquables hein, sur l'Homo sapiens et un assez récent. Hein. Donc, on peut penser qu'on peut anticiper en surveillant les stimuli du cerveau, c'est vrai. Mais autant, on n'a pas la moindre idée de ce qu'est la conscience. Et si elle se situe dans un lobe du cerveau ou dans l'orteil du pied droit. Donc, on ne sait pas du tout. Vous voyez, alors certains spécialistes pensent que la conscience correspond justement à des emplacements précis du cerveau. Mais on ne sait pas du tout où c'est, on n'en sait rien. Et alors, je ne voudrais pas être rabat-joie, hein, parce qu'après tout, on parle d'intelligence artificielle, mais on ne va pas en dire que du mal, mais je veux dire qu'il n'y a pas que moi qui pense que l'intelligence, l'IA en tout cas, n'est pas intelligente. C'est par exemple le cas de Moore, Andrew Moore, donc, qui est vice-président donc, chez Google, justement pour l'intelligence artificielle, et qui a dit actuellement l'IA est très très stupide. Et pourtant, les gens de Google, chez qui d'ailleurs travaille un dénommé Kurzweil, qui est quand même l'un des plus, on va dire l'un des plus avancés, engagés, on va dire, dans une intelligence intelligente. Bon, il est quand même chez Google et il dit que l'intelligence est tout sauf intelligente. Donc c'est tout à fait mon avis. Alors maintenant, d'où ça est-ce que ça vient? D'où viennent toutes ces discussions que nous avons maintenant? Eh bien, ça vient d'une part des comparaisons que nous faisons, à mon sens, de manière erronée, entre l'ordinateur et sa capacité de mémoire, et puis on va dire le cerveau, donc le cerveau d'un être humain. Bon, vous voyez, c'est 2 choses différentes. Hein. Cerveau d'un être humain. Quand on compare, cette étude qui avait été faite par un professeur de l'université de Cambridge en Angleterre, qui est le professeur Anna Crichton, elle avait dit donc maintenant on peut comparer les deux. Au moins en termes, on va dire, de taille mémoire, hein,
comparé au nombre de neurones que nous avons dans un cerveau, eh bien, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, et on dit que c'est à peu près 10 puissance 14, hein. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de milliards d'octets. Le Z13, Z14 et Z15 d'IBM, qui sont les plus gros mainframes de la planète aujourd'hui, c'est à peu près le nombre de zones mémoire dont ils disposent. Et c'est pareil pour le cerveau. Donc, on peut dire, si vous voulez, c'est ce que je vous montre sur ce petit dessin, que du point de vue de capacité de mémoire physique, on dira les deux sont à peu près identiques. Au niveau de l'architecture de communication, là, c'est plus du tout la même chose. Quand vous regardez comment est constitué un réseau neuronal maintenant, eh bien, un neurone communique avec un certain nombre d'autres neurones, hein, mais pas nécessairement beaucoup d'ailleurs, alors que le moindre neurone de notre cerveau communique par des process chimiques via les axones et les dendrites à des milliers d'autres neurones. Ce qui nous donne une possibilité absolument extraordinaire de savoir qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que je regarde un écran et en même temps je touche la souris. Alors un ordinateur n'a pas cette capacité-là, nativement en tout cas. Donc gros avantage de cerveau. Par ailleurs, on s'est amusé à essayer de comparer, on pousse quand même le vice assez loin, hein, de comparer donc les vitesses de communication réalisées donc par les connexions donc entre les axones des neurones et puis celles d'un ordinateur. Eh bien, en gros, et ça se mesure, hein, en gros, on dira que un cerveau sera à peu près 30 fois plus rapide en communication, en perception instantanée d'événements qu'un ordinateur. Et pourtant, les ordinateurs ont quand même aujourd'hui des circuits qui sont hyper puissants, hyper rapides, parallèles, etc. Mais en tout cas, l'avantage est encore donc au cerveau. Par contre, en termes de stockage, là, c'est pas du tout la même chose. Nous avons, nous, deux types de mémoire. Nous avons une mémoire immédiate et une mémoire ancienne. Ce ne sont pas les mêmes, qui manifestement ne sont pas situés dans le même endroit dans le cerveau. Eh bien, on a un peu tendance, c'est vrai, à oublier les petites choses qui se sont passées autrefois. Un ordinateur, c'est pas tout à fait comme ça. Quand on regarde les capacités de disque que l'on a aujourd'hui, elles sont phénoménales. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et je crois que c'est là que se situe l'ambiguïté. Quand on dit, par exemple, aujourd'hui que Watson d'IBM, qui est c'est vrai, un algorithme d'intelligence artificielle extrêmement sophistiqué, c'est vrai. Mais c'est surtout parce qu'il a la possibilité d'aller accéder à des mémoires qui sont gigantesques. Lorsqu'on a admiré donc la capacité qu'il a eue de pouvoir détecter donc des cancers sur un certain nombre, sur 5000 dossiers, dont une grande partie n'avait pas été détectée par la médecine classique, eh bien lui, il avait été plus rapide. Il avait trouvé des anomalies, donc qui effectivement ont débouché après sur des cancers. Mais en fait, c'était pourquoi? Pas parce qu'il était intelligent, mais parce qu'il pouvait comparer les dossiers qu'on lui soumettait à d'autres, à des milliers, voire des millions d'autres cas. Il a pu trouver des corrélations entre l'historique et puis les dossiers qu'on lui soumettait, et il en a déduit que. Mais de là à dire que l'ordinateur Watson est intelligent, je dirais que non. C'est pas vrai. Parce que d'abord, Watson ne fait qu'appliquer donc des algorithmes, il ne faut pas confondre. Maintenant, le gros avantage finalement de l'être humain, c'est son comportement cognitif. On l'évoquait tout à l'heure en parlant donc de libre arbitre et puis de conscience. Là, on est à des années-lumière de ce que permettra de faire donc un ordinateur. Alors, on m'a reproché, c'est vrai, on dit oui, vous ne croyez pas au futur. C'est pas vrai. Je crois simplement à ce qu'il est raisonnable de croire. Et c'est pas parce que on parle aujourd'hui d'IA qu'il faut se lancer dans des présentations dithyrambiques ou comme on peut en voir régulièrement. Il y en a même maintenant qui se mettent à adorer les données, on appelle ça le dataïsme, une espèce de religion nouvelle. Il faut arrêter d'être un tout petit peu stupide, si vous me le permettez, d'utiliser cette expression. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu ce qu'est, à mon avis, donc aujourd'hui, la science, on est quand même sur une science algorithmique, donc des réseaux neuronaux, où on en est aujourd'hui, et donc en basant ça de réseaux neuronaux et intelligence artificielle, on va expliquer un peu de quoi il s'agit, sans trop rentrer dans le détail, bien entendu, simplement en restant donc à la lisière. D'abord, les réseaux neuronaux sur lesquels sont fondés aussi bien le machine learning, en grande partie, pas toujours, mais en grande partie, et le deep learning, donc là on aura sont basés donc sur les simulations donc artificielles de notre réseau, ce qu'on va appeler des réseaux neuronaux. Alors ce sont des plateformes matérielles sur lesquelles sont implémentés des algorithmes qui vont simuler notre comportement.
vous voyez, à travers les neurones, les synapses, par un système de couches de processeurs, un processeur étant un neurone, par un système de couches. Alors, en machine learning, il y en a pas beaucoup, il y en a qu'une en général, hein, alors que dans deep learning, vous pouvez en avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Donc, ce sont on essaie de simuler, si vous voulez, un petit peu le comportement, on va dire, d'un cerveau, le comportement neuronal d'un cerveau, par une espèce de représentation artificielle avec des processeurs. L'idée, c'est qu'un neurone biologique dans notre cerveau reçoit des signaux qui sont transmis par d'autres neurones. Hein, ce sont les fameuses interactions entre dendrites et synapses. Hein, ce sont des stimuli. Or, les neurones sont extrêmement perfectionnés, vous savez. Ils analysent les signaux qu'ils reçoivent en les sommant, ils font la somme, et si le résultat obtenu est supérieur à un certain seuil d'activation, ce qu'on va appeler donc l'excitabilité, eh bien, il envoie un signal à son tour, un potentiel d'action le long de son axone vers d'autres neurones biologiques. Ça marche comme ça. Eh bien, c'est un cerveau, eh bien, le signal qui va être émis pourra renforcer ou au contraire diminuer l'activité donc des neurones qui le reçoivent, selon que les synapses seront excitateurs ou au contraire inhibiteurs. C'est une mécanique, vous savez, qui est une mécanique extraordinaire, d'une complexité absolument prodigieuse. Hein, et on ne fait que simuler de la manière la plus simple possible, hein, avec nos neurones artificiels, ce qu'est réellement un neurone biologique. Hein. La différence, je vous l'ai dit, c'est qu'un neurone biologique peut se connecter donc à des milliers d'autres neurones. Hein. Alors, le neurone formel ou artificiel, il va simuler ça. Alors, avec des synapses qui sont modélisées par ce qu'on va appeler des poids dans quelques instants, une pondération, le corps cellulaire va être modélisé par une fonction de transfert. Vous savez, le fait de sommer l'information qu'on reçoit des stimuli et la transférer également. Eh bien, c'est pareil. Là, on va faire la même chose par des fonctions qui seront donc des fonctions mathématiques, qui vont donc transférer l'information, ou au contraire, la garderont. Hein. L'axone sera donc l'élément de sortie. Et vous voyez sur ce schéma, au fond, vous avez ici, sur la partie gauche, vous voyez, vous avez donc les neurones, les différents neurones, les synapses et puis les extrémités que sont les dendrites. Et puis à droite, vous avez donc cette simulation mais très approximative de ces neurones avec donc un neurone artificiel et puis donc les fameux poids qui jouent le rôle donc de synapse et puis les fonctions de transfert. Bon, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez différent. Alors maintenant, le principe de base, il faut quand même comprendre à quoi on a affaire. Hein. Les principes de base d'un réseau neuronal. Alors, vous me pardonnerez, je vais faire encore quelques minutes, pas des mathématiques parce que je me suis promis de ne pas faire de mathématiques. On va essayer de faire les choses simplement pour essayer d'expliquer les choses, mais sans plonger dans un univers mathématique qui est très abstrait et très abstrait. Mais je vais en faire un tout petit peu quand même, et je vais essayer d'expliquer les choses simplement à partir de ce schéma. Au fond, un réseau neuronal donc artificiel est constitué donc de couches de neurones. Il y a des couches de neurones, enfin, ce sont des processeurs. Chacun de ces processeurs, donc chacun de ces neurones, et donc communique avec la couche suivante. Alors, s'il y en a qu'une, il n'y en aura pas, mais s'il y en a plusieurs, ça marche couche par couche. Bien. Et chaque neurone artificiel va donc recevoir des informations qui lui viennent des neurones d'avant. Bien. Et donc, lui, il va faire un petit calcul mathématique, il va dire, j'ai reçu ça, je transmets ça. Et chacun des éléments qui se trouvent, vous voyez, dans cette couche-là, chacun des éléments, eh bien, va faire la même chose. Il va dire, chacun des éléments va dire, j'ai reçu ça, donc je retransmets. Et chaque neurone va retransmettre à chacun des autres neurones de l'autre couche, donc il va retransmettre une information. Et donc, chaque neurone de la couche suivante va donc recevoir un certain nombre de stimuli qui vont arriver. Eh bien, pour simuler le fonctionnement d'un neurone réel, d'un neurone humain, eh bien, on remplace les synapses par la pondération. Ce que vous voyez ici, ce sont les poids. C'est-à-dire que le neurone dit, eh bien, tel neurone d'avant, il m'envoie ça, mais il n'est pas très important. Donc, je lui donne, mettons, 0,1%. L'autre neurone, lui, est le plus important. Donc, je le pondère, mettons, avec la valeur de 10%. Et donc, ce que fait chacun des neurones de la couche d'après, eh bien, il reçoit les informations, elles sont pondérées,
cette pondération qui est absolument vitale, on va comprendre après, hein, il va donc faire la somme des informations pondérées, et à son tour, il va dire, je la transmets au neurone suivant. Alors ça marchera comme ça, c'est ce qui est donc expliqué donc ici, hein, et donc finalement, la valeur que va transmettre donc le neurone, hein, eh bien, ça se fait par une fonction dite de transfert. Vous voyez, alors ça porte des noms un peu mathématiques, c'est pour ça que je ne voulais pas trop m'embarquer là-dedans. On parlera d'activation, de seuillage, de combinaison. Et c'est vrai qu'on a des fonctions trigonométriques, des arcs tangentes, des machins qui peuvent faire peur. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça, vous savez. Le véritable, presque génie, c'est vrai, algorithmique des systèmes d'intelligence artificielle, vient dans l'algorithme d'utilisation et d'apprentissage. C'est là où c'est quand même beaucoup plus malin. Mais là, finalement, ce sont des systèmes qui sont relativement simplistes, qui essayent de simuler et de faire pareil qu'un cerveau, en remplaçant donc les fameuses synapses par des pondérations. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, vous voyez, bien entendu, il faut comprendre comment fonctionne un réseau neuronal. Alors, je vous donne maintenant deux définitions. Définition du machine learning aujourd'hui, et puis définition donc du deep learning. Alors, le machine learning, c'est une technique d'analyse qui consiste à apprendre à l'algorithme à tirer parti de l'expérience donc des humains. Elle est basée sur deux concepts, l'apprentissage et l'inférence. En fait, il y a une phase, on va dire une phase d'apprentissage pendant laquelle le réseau va apprendre de l'être humain à reconnaître par exemple quelque chose. Et donc pour ça, il va donc, à partir des données qui lui sont soumises, il va déterminer ce qu'on va appeler un vecteur ou un feature, qui sont en fait une sorte de carte d'identité de l'objet qu'il doit reconnaître lorsqu'il fait de la classification ou lorsqu'il fait de la reconnaissance donc d'objets. Donc c'est ce qu'on va fonctionner comme ça, et les données sur lesquelles donc il va travailler pour apprendre à reconnaître les choses ou apprendre à une décision par exemple, eh bien elle dépendra, donc il y aura deux formes d'apprentissage. En fait c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a une forme d'apprentissage dite supervisée, c'est-à-dire qu'on lui dit par exemple, voilà réseau neuronal, je te soumets l'image d'une tomate. Il faut que tu détectes après toutes les tomates qui peuvent se présenter dans la nature. Mais tu vas d'abord apprendre. Donc je te présente un certain nombre d'images de tomates. Et lui, il va déterminer, donc progressivement, par un apprentissage supervisé. Pourquoi? Parce qu'on lui a soumis donc un ensemble de données. Eh bien, à partir de cet apprentissage, il va au début, il va peut-être dire c'est un avion. On lui dit non, c'est pas un avion, c'est une tomate. Et donc progressivement, il va adapter ces fameuses pondérations, vous voyez, d'activation de neurones en neurones et de couches de neurones en couches de neurones, il va les adapter de manière à ce qu'après, ils disent « Ah ben oui, c'est une tomate ». Et si on lui présente une autre forme, on va dire, de tomate, ben il dira « Oui, ça c'est une tomate ». C'est quand même, c'est quelque chose qui est assez évident hein, du point de vue donc, du fonctionnement. Alors maintenant, on parlera donc d'apprentissage automatique, parce que l'algorithme apprend et se familiarise avec un concept de manière progressive. Ça ne se fait pas de but en blanc, on ne lui dit pas ça c'est une tomate, maintenant dorénavant tu détectes les tomates, non, on le fait d'une manière beaucoup plus progressive. Bien. Et donc après, normalement, si on lui soumet une autre instance de ce concept, eh bien, il sera capable donc de le reconnaître sans trop d'erreurs. C'est ce que je vous ai montré sur ce schéma. Vous voyez donc les features, les fameux vecteurs que l'on trouve ici, qui sont donc les vecteurs d'une bicyclette, les vecteurs d'un bateau, les vecteurs d'une voiture, etc. Donc vous avez un avion, vous avez donc les possibilités de reconnaître les choses à partir donc de cet apprentissage. Bien. Le deep learning, c'est très différent. Le deep learning, c'est un mécanisme, ça ressemble, si vous voulez, au machine learning, sauf que là, on a un grand nombre de couches intermédiaires. Donc, c'est un ensemble de méthodes qui bénéficient donc des progrès des réseaux neuronaux, c'est vrai, pour reconnaître donc, des objets, des images, ou des images dans des images, des sons ou des sons à l'intérieur donc d'un son, des phrases dans une communication téléphonique, etc. C'est une branche particulière donc du machine learning
mais avec un grand nombre de couches qui sont cachées, d'où l'idée donc de deep. Alors, autant avec un machine learning, vous avez souvent une ou deux couches, là en deep learning, vous pouvez en avoir 100 ou 200. Alors, ce sont des systèmes qui sont très sophistiqués et qui essayent donc de déterminer d'une manière automatique des caractéristiques d'entrée et on va l'aider dans la phase d'apprentissage. C'est vraiment fait pour la reconnaissance de la classification. La différence qu'il y a essentiellement entre machine learning et deep learning, qui toutes les deux sont quand même des enfants de l'intelligence artificielle, hein, c'est quand même la même chose, eh bien c'est d'une part le gros volume de données traitées qui sont labellisées pour l'entraînement, on peut avoir des milliers ou des millions de données hein, pour l'entraînement, et ça nécessite évidemment une grande puissance de calcul. Alors évidemment, aujourd'hui, les deux ne pratiquent pas le même sport, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. On dira que deep learning, c'est vraiment pour tout ce qui concerne donc, la reconnaissance, la classification automatique, ça c'est vrai. Alors que machine learning, c'est souvent associé donc aux prises de décision, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, vous voyez, je ne vais pas très loin donc, dans la réflexion donc, fondamentale donc, sur l'intelligence artificielle. Par contre, ce que je voudrais, c'est insister maintenant sur un certain nombre d'aspects qui, à mon avis, posent problème, parce qu'on a dit beaucoup de bêtises là-dessus, je voudrais un peu rétablir la vérité. D'abord, le premier de ces aspects, c'est l'intelligence artificielle et les emplois. Alors, je vous ai mis ici sur la gauche donc, de cet écran donc un néologisme qu'on appelle le crépi, et qui compare, on a dit une chose qui est bien faite, hein, qui compare le rôle, finalement, des robots et le rôle de l'intelligence artificielle dans un certain nombre de domaines qui nous intéressent en tant qu'entreprise. La concurrence, l'économie, la productivité, la résilience, c'est-à-dire la réactivité donc aux aléas de l'entreprise, et puis donc l'innovation. Eh bien, pour rester compétitif, si possible donc devant les autres et être perçu comme tel par les clients, les robots jouent à 70% à peu près. Vous voyez, c'est pas donc 70%. L'intelligence artificielle, pas plus de 30%. En matière d'économie, ici je parle de coûts, hein, d'économie, donc pour réduire au maximum donc, les coûts de fabrication et de conception, les robots, là, c'est 100%. L'intelligence artificielle ne vous apportera probablement pas grand-chose et pendant relativement longtemps en termes d'économie. Là, on est sur les robots. En matière de productivité maintenant, améliorer, si vous voulez, l'efficacité de votre production, réduire les rejets, limiter donc les stocks morts. Les robots, ça joue à peu près à 50%, et puis l'intelligence artificielle à peu près 50% aussi. La réactivité, donc la fameuse résilience, donc la réaction rapide aux événements du marché, là, les robots, ce n'est que 20%. Par contre, l'intelligence artificielle, là, ça sera 80%. Pourquoi? Parce qu'elle va nous aider, en analysant des volumes de données considérables, à détecter des tendances, des besoins qui viennent du terrain. Là, c'est autre chose, on n'est pas avec les robots, là. On est vraiment dans des algorithmes d'IA. Mais encore une fois, qui, de mon point de vue, ne sont pas des algorithmes intelligents. Bien. L'innovation, maintenant, c'est le fait d'anticiper sur les marchés et d'éventuellement donc les fabriquer. Là, ce n'est que l'intelligence artificielle. Alors, si je donne quelques chiffres, on estime que 6 domaines professionnels sur 10 verront 30% de leur activité qui sera impactée par l'automatisation et l'IA d'ici 2030. Ce qui veut dire que ramener aux 2,6 milliards donc, de travailleurs de la planète, ça représente à peu près 780 millions de jobs en hypothèse haute ou 390 millions en hypothèse basse. Ça, ce sont on va dire des métiers, des jobs qui seront impactés. Alors, on est certain aujourd'hui qu'il va se créer au moins autant de jobs, mais ce ne seront pas les mêmes. Les plus optimistes diront qu'il va se créer à peu près 50% de jobs en plus par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. D'autres disent que c'est à peu près égalité. Alors, si on se réfère en tout cas aux chiffres que nous donne Harvard Business Review, donc, qui généralement sont bons, eux ils disent que 60% des jobs de la planète comportent déjà au moins 30% de tâches qui pourraient être automatisées, c'est-à-dire robotisées, mais que 5% de ces tâches l'ont déjà été. Donc on est encore très loin. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette affaire de robots. De toute façon, vous savez, hein, il n'y a plus aujourd'hui de personnes qui mettent de l'eau dans les locomotives à vapeur, dans les gares, hein, c'est fini ça. Et donc le monde change, mais à mon sens, pas aussi rapidement et pas d'une manière aussi draconienne et fondamentale que veulent le dire les observateurs d'aujourd'hui. C'est une évolution.
qui est basée sur des algorithmes qui sont un peu plus performants maintenant. Moi, je n'aime pas trop parler d'intelligence artificielle. Je préfère parler de collaboration numérique, par exemple. Ça me paraît beaucoup plus logique. Ou de simulation numérique. Encore la simulation a un petit peu une connotation un peu différente. Mais j'aime pas trop utiliser le terme donc d'intelligence qui, à mon sens, n'est pas du tout adapté. À mon avis, hein, pas adapté. Bien. Par ailleurs, l'intelligence artificielle est devenue maintenant une arme politique. C'est pour ça qu'on en parle énormément. Pour Donald Trump, donc président américain, l'intelligence artificielle peut être une arme utilisée contre les minorités. Alors vous direz, avec lui, on ne sait jamais, hein, c'est peut-être de l'humour ou pas, ça permettrait donc de surveiller des individus et peut-être restreindre des libertés. On le voit tous, il suffit de lire les journaux de tous les jours. Hein. C'est la période des grandes manœuvres actuellement, avec la focalisation donc, des conflits entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Les États-Unis, à mon sens, vont perdre la bataille face à la Chine parce que celle-ci dispose d'atouts qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus. Je veux juste insister sur un point. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez visiter une université américaine, au MIT ou à Berkeley ou à Stanford, vous verrez, il y a énormément donc d'étrangers qui viennent de Chine, qui viennent du Vietnam, qui viennent d'Europe, qui viennent du Mexique, et qui font un peu la substantifique moelle de toutes les startups que vous allez trouver donc en Californie. La plupart des algorithmes que vous trouvez, ceux qui sont proposés à la sagacité des observateurs, souvent ce sont des Chinois ou des gens qui ont des noms qui ne sont pas des noms américains ou européens. Et donc on va dire cette vitalité algorithmique, sans compter que les Chinois ont une capacité en matière mathématique qui n'est pas à démontrer. Ils ont une formation en algorithmique mathématique qui est excellente, et donc n'ont rien à apprendre donc des Américains. On pourrait dire la même chose d'ailleurs des Européens. Les Européens qui, à mon avis, sont un tout petit peu maintenant en retrait dans ce domaine, même si certains pays européens, je pense à la France et je pense à l'Angleterre ou à d'autres, hein, des pays de l'ex-Europe de l'Est, hein, ont des choses à dire hein, dans ce domaine. Mais je pense que, étant donné que tout ça, c'est fondement, les fondements, ce sont des fondements algorithmiques, les Chinois n'auront pas besoin qu'on leur tienne la main pour qu'ils puissent déterminer des algorithmes utilisables en intelligence artificielle. Donc ils vont faire des progrès, c'est évident. Et ils n'auront donc pas besoin de nous. C'est le point de vue, en tout cas, que je défends. Maintenant, alors la dernière grande question que l'on peut poser au sujet de ces fameux algorithmes, on nous fait peur. On nous fait peur aujourd'hui. On nous dit, ah mais vous verrez, demain c'est fini, on est dépassé, on va disparaître, on va être dominé par les algorithmes. Alors je suis absolument pas d'accord avec ça. Il suffit de comparer ce qu'est un neurone artificiel avec un neurone d'un être humain, même à celui d'un scarabée. Il y a vraiment une différence énorme, gigantesque, et à mon avis, ça durera encore pendant de nombreuses années. Alors, est-ce que les algorithmes vont dominer le monde? Grande question. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui voient les machines et leurs algorithmes nous dépasser et nous ramener au rôle d'observateurs des zombies, hein, qui n'auront plus de prise sur les événements. Première solution. Et il y a ceux qui pensent au contraire que les êtres humains vont trouver les ressources nécessaires pour se transhumaniser, modifier notre comportement génétique et créer un genre nouveau, peut-être éloigné de ce qu'il est aujourd'hui. Je vais vous dire, les deux ne me plaisent pas. Parce que le premier, j'ai pas envie de me retrouver sous forme de zombie, hein, bon, et de toute façon, j'y crois pas. Et le deuxième, la transhumanisation. Si vous voulez, il y a quelques années, il y a 60 ans, on n'employait pas les mêmes mots, mais au fond, ça veut dire à peu près la même chose. Donc c'est l'être supérieur qui s'est transhumanisé, je n'y crois pas trop. Ce qui est un peu inquiétant tout de même, c'est que les grands personnages, en tout cas des personnes qu'on écoute, hein, telles que Elon Musk, hein, donc, dit, lui, il faut être très prudent avec l'intelligence artificielle, et s'il fallait miser sur ce qui constitue notre plus grande menace pour l'existence, ce serait ça. Et de plus en plus donc, de scientifiques pensent qu'il devrait y avoir une surveillance réglementée, vous voyez, réglementée au niveau national et international, juste pour nous assurer que nous ne faisons rien de stupide. Bon, on connaît donc Elon Musk, très bien, on enregistre. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce qu'a dit donc le Britannique, le grand mathématicien, donc Stephen Hawking, qui lui disait, et là on a tendance quand même vraiment à écouter, hein, le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait signifier la fin de l'espèce humaine.
Une fois que les humains l'auront développé, il va prendre dans son envol et se reconstruire à un rythme de plus en plus rapide. Les humains, limités par leur lente évolution biologique, ne pourront suivre et seront remplacés. Aïe, aïe, aïe. Si c'était ma concierge qui disait ça, je ne serais pas trop inquiet. Encore que j'aime bien ma concierge. Mais si c'est Stephen Hawking, là, j'ai tendance à écouter et à m'interroger. Alors, il y a des choses qui sont, à mon sens, un petit peu quand même un peu étonnantes aujourd'hui. D'abord, la question que je me pose, et ce que je peux dire, c'est qu'au fond, je ne crois pas que les algorithmes ont vraiment besoin d'être intelligents pour le remplacer, voire nous simuler. Hein, l'idée, ce que proposent certains scientifiques, c'est que l'IA n'a pas besoin de nous être supérieur au sens intelligence du terme pour nous remplacer. Vous voyez, et donc de disposer de sa propre conscience et libre arbitre. Ça sert à rien. La raison, c'est que, effectivement, nous ne sommes pas un modèle d'efficacité. Il n'y a aucune raison de vouloir nous imiter. Au contraire. C'est en s'améliorant sur ces points forts, c'est-à-dire sur le traitement des données, que l'algorithme et le volume de données, que l'algorithme saura d'abord nous accompagner et ensuite nous supplanter. Alors, les fameux tenants de la singularité technologique, vous savez, le fameux Kurzweil, donc, qui travaillait chez Google, eux prévoient l'arrivée d'une super intelligence artificielle qui s'auto-améliorera jusqu'à dépasser l'intelligence humaine et signera du même coup sa fin. C'est ce fameux livre sur la singularité qui a mis le feu aux poudres et continue aujourd'hui de susciter donc les commentaires les plus enflammés. Alors, il y a deux variantes. Il y a ceux qui croient que l'IA va se débrouiller toute seule et ceux qui estiment que cette future intelligence sera plutôt le résultat de la collaboration entre les algorithmes et les cerveaux humains. Et le fil rouge de toutes ces interrogations, c'est que l'être humain risque de perdre, c'est vrai, une partie en tout cas de la position dominante qu'il occupe depuis toujours, voire devenir spectateur de sa propre évolution. Alors, vous savez, il me semble que si on regarde bien comment nous nous comportons maintenant, déjà, avec les assistants personnels et toutes les formes d'assistanat que vous trouvez aujourd'hui sur les sites internet ou dans les applications, c'est vrai que les machines, les algorithmes font des choses que nous savons très bien faire. Elles ne sont pas pour autant intelligentes. Simplement, elles nous habituent à ne plus les faire parce qu'après tout, ça nous casse les pieds. Donc, elles le font très bien. Le risque qu'il y a, c'est que dans quelques temps, nous ne sachions plus faire ces choses-là. Prenez l'exemple de la formation des enfants. Aujourd'hui, contrairement à autrefois, on savait faire une division, même une racine carrée. Vous prenez maintenant un enfant, s'il n'a pas sa tablette à côté de lui, il ne sait même plus ce que c'est qu'une division. Quant à une racine carrée, pour lui, c'est une injure. Donc, on ne sait plus le faire. C'est tout ça qui est inquiétant. C'est qu'on va perdre la maîtrise que nous avions de ce que nous savions faire. Maintenant, de là à tomber dans la folie de la religion des données, il ne faut quand même pas exagérer. Alors, le livre de Harari, Homo Deus, est venu apporter donc un éclairage intéressant, parce que ce livre est absolument remarquable, intéressant au débat. Pour l'historien, qui est donc Harari, eh bien, l'homo sapiens que nous sommes perd le contrôle de sa destinée. Les gens ne devraient pas se concentrer sur la question de savoir comment arrêter le progrès technologique, parce que c'est impossible, et il en déduit que les progrès de la bioingénierie, des interfaces cerveau-ordinateur, c'est vrai, ça progresse, et des algorithmes en général font qu'il est très probable que dans un siècle ou deux, eh bien, l'homo sapiens sera disparu, remplacé par une sorte de mutant numérique, peut-être, mais je ne crois pas que ça nous remplacera. Il y aura probablement un retour de bâton dans quelques temps, on se rendra compte qu'on fait fausse route, et vous verrez, d'ailleurs, c'était déjà Asimov qui disait il y a très longtemps, donc, dans les années 90, donc, le célèbre écrivain donc, de science-fiction qui disait « Les robots dont je parle font tout sauf remplacer les êtres humains ». Il disait déjà ça il y a très longtemps. C'est pour ça que ces fameuses nouvelles religions d'aujourd'hui, on parle d'athéisme, qui possèdent déjà ces grands prêtres, des évangélistes technologiques, ça va pas la tête. Les Égyptiens adoraient le dieu soleil, le roi Ra-Houzré. Maintenant, on va donc adorer les algorithmes. Mais la folie atteint aussi des gens qui, a priori, pouvaient être intelligents. Ça, c'est un premier volet des choses. Je pense que c'est une élucubration de folie actuellement et qu'il faut revenir sur Terre. La deuxième élucubration, du même type, c'est les ordinateurs quantiques. Alors là, c'est pareil. On nous annonce maintenant que les ordinateurs de papa et de maman, c'est terminé, que demain, on aura des ordinateurs quantiques qui vont faire des choses extraordinaires à des vitesses très élevées. Je vais vous démontrer dans les 20 minutes qui me restent qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout et qu'on est là au b.a.-ba
l'epsilon tendant vers zéro positif des machines quantiques, si un jour elles devaient vraiment arriver commercialement et d'une manière industrielle. Alors, j'y crois pas trop, hein, parce que regardez, d'abord c'est pas aujourd'hui, hein, on a annoncé des choses tout à fait extraordinaires, par exemple des machines supraconductrices qui avaient l'inconvénient de fonctionner mais à moins de 173 degrés centigrades. Évidemment, c'est vrai, on avait des alliages supraconducteurs, mais pour qu'ils puissent ne pas dégager de chaleur quand le courant passait, il fallait les refroidir à moins de 173. Donc il fallait mettre une centrale nucléaire autour pour que le système puisse se comporter normalement. Impensable, ça n'a jamais fonctionné. La machine de Turing, on ne l'a jamais fabriquée, on ne peut pas la fabriquer. Parce que dans la machine de Turing telle que l'avait imaginé le génial Alan Turing en 1936, eh bien, on avait une machine avec une mémoire qui était infinie, une mémoire infinie. Mais comment voulez-vous faire une mémoire infinie? C'est pas possible. C'était une vue de l'esprit. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on nous annonce donc des choses qui sont assez délirantes, hein, et je pense que l'ordinateur quantique c'est un tout petit peu la même chose, car en réalité, et vous serez d'accord avec moi, les machines qu'on utilise aujourd'hui, ce sont toujours des machines de von Neumann. De von Neumann, de la bonne vieille architecture avec une mémoire, un stockage, vous voyez, et puis un moyen de restitution. Point. C'est toujours comme ça. Alors maintenant, machine quantique. Mais une machine quantique, c'est quelque chose qui est fondé sur quelque chose d'horrible. C'est la mécanique quantique. Alors je dis horrible parce que pour comprendre la mécanique quantique, je vous assure, c'est pas simple. Hein. C'est pourtant une science qui existe maintenant depuis à peu près 120 ans. Hein. Les origines, c'est bien sûr Max Planck ou les travaux de Niels Bohr dans la modélisation donc, de l'atome. Hein. Donc 120 ans, mais ça ne fait que depuis 20 ans qu'on commence à nous parler donc de ces fameuses machines quantiques qui sont fondées effectivement sur des principes donc de mécanique quantique. Alors, deux grands principes de mécanique quantique. Hein. D'abord, c'est la superposition des états. Alors déjà, là, on n'est plus d'accord. Pourquoi? C'est ce que je vous montre ici, les deux chats qui sont là, c'est le fameux chat de Schrödinger avec le chat est à la fois mort, vivant, malade, en bonne santé, il est là et ailleurs. Pour un être humain, disons, normalement constitué, mon chat, il est là ou ailleurs, mais il n'est pas aux deux endroits en même temps. Or, c'est ça, la mécanique quantique. C'est que certaines particules ont un état de superposition qui fait qu'elles sont présentes dans des endroits différents et que, et finalement, l'ordinateur quantique va être basé là-dessus. Je vous avais dit au départ, attention, on va parler de mécanique quantique et d'ordinateur quantique, donc je vais quand même faire quelques petites incursions dans un domaine qui est quand même un domaine extrêmement ésotérique, qui est celui de la mécanique quantique. Puis, deuxième aspect, c'est la fameuse intrication. Ça, c'est très étonnant. Qu'avait donc imaginé donc Albert Einstein, mais qu'il n'avait pas pu démontrer. C'est la propriété qu'ont les particules d'être liées, ou des particules ou autre chose, comme des sœurs jumelles, et que tout ce qui est réalisé sur l'une a des conséquences sur l'autre. Il y a une expérience qui a été réalisée par les Chinois à partir d'un satellite, avec des photons qui étaient intriqués à une distance de 1200 km. Donc, il y avait un grand nombre de photons en un lieu, intriqués avec des photons qui étaient dans un autre lieu, et la démonstration consistait à montrer que si on changeait la polarisation des photons de premier lieu, eh bien, ça entraînait des modifications de polarisation dans l'autre lieu. Le problème, c'est que ce n'est pas 100%. Et que on ne sait pas encore exactement aujourd'hui si c'est une coïncidence, ou alors c'est quelque chose qui est effectivement la démonstration de l'intrication d'Einstein. Eh bien, l'ordinateur quantique, entre autres, est basé sur cette notion-là. Alors, on va voir quelques principes. Alors, je suis obligé de vous dire comment ça marche, tout ça. Alors, contrairement au bit, qui ne peut donc avoir que deux états, 0 ou 1, un ordinateur quantique est basé, lui, sur ce qu'on appelle les qubits. Alors, donc, il est basé sur la mécanique quantique, qui est une unité de base, qui peut donc avoir plusieurs états, soit 0 ou 1, mais aussi la superposition de ces états et le tout simultanément. Et avec une probabilité qui est donc bien précise. Bon, c'est un peu choquant, on n'est plus avec des bits. Un ordinateur quantique, ça c'est quoi? C'est une machine de fou qui ne travaille plus sur des bits, mais sur des qubits, le qubit pouvant être des 0 ou des 1, ou des combinaisons probabilistes de ce 0 ou des 1. Et le tout en même temps. C'est-à-dire qu'il peut être 0, il peut être 1, ou une combinaison de ce 0 ou de ces 1. J'en connais quelques-uns, je les vois ici, et puis ils sont en train de dire, le garçon, il a complètement pété les plombs. C'est pas
c'est pas moi, hein, c'est simplement l'explication que l'on donnera donc des principes d'ordinateur quantique. Alors, en mécanique quantique, c'est vrai que la simultanéité donc, des états est quelque chose de normal, hein, dit le chat de Schrödinger, mais nous, pas trop habitués au chat de Schrödinger. Hein. Et donc, notre état, notre qubit, il sera dans ces différents états en même temps. Alors, on peut représenter ça par des formules très avancées, hein, alpha de 0 plus bêta 1, comme c'est marqué ici. Ça, c'est donc la superposition des états. Et alpha et bêta sont des nombres complexes, pour ceux qui ont encore des souvenirs de mathématiques. Hein. Et alpha 2 et bêta 2 sont les probabilités d'existence de ces états qui sont reliés par une norme alpha bêta plus bêta 2 égale 1. Alors, ouf, on va oublier tout ça. Hein. Simplement, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'un ordinateur quantique travaille sur les principes de mécanique quantique. Et donc, il travaille sur la superposition des états, superposition probabiliste des états. Vous voyez, c'est ça. Donc un qubit quantique, c'est ça. C'est pas une machine un peu particulière. Alors c'est ce qu'on voit ici sur le schéma qui est représenté ici à droite. Hein. Un état quantique de qubit est représenté donc par un point psi sur la sphère qu'on appelle la sphère du bloc ou de point carré. On le voit ici, c'est alpha 0 plus bêta 1, et dans laquelle alpha et bêta sont des nombres complexes qui sont reliés par une formule alpha 2 plus bêta 2 est égal donc à 1. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on oublie tout, bien entendu, et on va essayer d'avancer un tout petit peu. D'abord, je fais encore un petit peu donc on va dire, introspection dans le monde donc, des qubits. Hein. Alors, avec deux qubits, il y aura donc 4 états distincts. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, plus une infinité de superpositions. Avec le alpha 0, 0, plus bêta 0, 1, etc. Et avec cette fois-ci la formule, alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 plus delta 2 est égal à 1. Parce que maintenant, on a 2 qubits. Avec 3 qubits, là, on aurait 8 états différents, qui sont ceux-ci, et une infinité de superpositions de ces états. Tout le secret d'une machine quantique tient au fait qu'elle est capable de manipuler cette superposition d'états et que sa puissance sera multipliée par 2 à chaque fois qu'on lui ajoutera un qubit, mais toujours, n'oubliez jamais une chose, toujours pour ne produire qu'un seul résultat. Un seul résultat. C'est pas fait pour trier un fichier, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment fait pour des algorithmes bien particuliers. On va manipuler peu de données, finalement. Hein, peu de données. Mais par contre, on va faire des calculs monstrueux. Alors, ça, c'est vrai. Et par contre, on ne produira qu'un résultat. Mais il ne faut pas confondre, si vous voulez, l'idée qu'une machine quantique est capable d'exécuter donc des calculs à une vitesse phénoménale, c'est vrai, exact, beaucoup plus rapidement que les ordinateurs traditionnels, mais si c'est pour ne sortir qu'un résultat, à la limite, je peux utiliser mon téléphone, ça sera mieux. Hein. Il ne faut pas non plus vouloir lui faire n'importe quoi. Alors, quels sont les problèmes spécifiques finalement d'une machine quantique? D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à fait au début de la présentation, on a vu un ordinateur quantique. Ça n'a rien à voir avec des ordinateurs comme on connaît aujourd'hui. Hein. Ce sont des tubes, des fils électriques dans tous les sens, ça ressemble à rien. Hein. C'est pas du tout ce que... À la limite, on ne devrait même pas l'appeler un ordinateur. Hein. On devrait appeler ça une machine à calculer quantique, ça serait plus intéressant. Ça serait plus logique, vous voyez. Ça correspondrait, à mon sens, beaucoup plus à la réalité. Alors, le gros problème, et c'est pour ça que j'y crois pas, en tout cas pas beaucoup, le plus gros problème donc d'une machine quantique, c'est son incapacité à conserver son état. Vous savez, il travaille sur des qubits. Dans la règle, mettons 55 ou 56, eh bien, chaque qubit est dans un état à un moment donné, qui est donc un état, je vous l'ai dit, de la superposition Bon, très bien. Mais cette malheureuse machine n'est pas capable de rester sur cet état un temps élevé. C'est ce qu'on appelle le temps de cohérence. Et ce temps est très court. Et donc, il faudrait normalement qu'il soit au moins supérieur au temps de calcul. Sinon, la machine se dégrade et le calcul n'est pas terminé. Et donc, ça ne sert à rien. Et donc, ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui, aujourd'hui, apparemment, n'est pas résolu. Maintenant, vous savez, c'est toujours compliqué de savoir où sont les laboratoires. Que Google travaille là-dessus, IBM travaille là-dessus, Microsoft, Intel, tout le monde travaille là-dessus. Et ils ont, c'est vrai, des armées de mathématiciens et d'électroniciens qui sont capables de faire des choses quand même intéressantes. Mais si vraiment le temps de cohérence était maîtrisé aujourd'hui, croyez-moi, ça se saurait. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Donc, le problème, par ailleurs, c'est que pour éviter cette fameuse dégradation, décohérence, eh bien, il faudrait, parmi les qubits disponibles,
eh bien, il faudrait en dédier un certain nombre pour éviter cette décohérence, mais qui ne contribuerait donc pas au calcul proprement dit. Vous voyez? Alors, l'ennui aussi, c'est que ce sont des machines qui ont beaucoup d'avantages, mais il y a deux techniques de fabrication, dont une justement qui utilise les supraconducteurs. Et donc, certaines des machines que l'on connaît actuellement, paraît-il, hein, eh bien, seraient donc maintenues à l'état du zéro absolu. Je vous rappelle quand même que c'est moins de 173 degrés. Petite parenthèse, si vous voulez bien. La supraconductivité est une technologie qui est pas nouvelle, hein, existe depuis très longtemps. C'est l'idée que lorsque les électrons, qu'un courant électrique passe dans un conducteur, eh bien, il ne dégage plus de chaleur. Simplement parce que le conducteur est constitué d'éléments qu'on trouve souvent dans le tableau de Mendeleïev, souvent à droite, dans des terres rares, hein, et qui donc sont des gallium, gadolinium, des choses comme ça. Et certains alliages font que c'est vrai, il faut passer du courant, et bien ça dégage plus de chaleur. Sauf que il faut mettre le conducteur au zéro absolu, à moins de 173 degrés. Et et c'est là-dessus d'ailleurs qu'est basée l'une des technologies de fabrication donc des ordinateurs quantiques. Et d'ailleurs, c'était tellement important ça, parce que l'idée c'est que tous les chercheurs à un moment donné, comme ils cherchent aujourd'hui sur les architectures quantiques, eh bien chercher des alliages qui seraient supraconducteurs mais à des températures humaines, c'est-à-dire à la limite moins 100 degrés. Hein. Et on n'y arrivait pas. Et des scientifiques avaient trouvé des alliages qui se comportaient en supraconducteur à 70 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins de 173 plus 170. Et on est quand même encore très loin dans les négatifs. Et ces scientifiques avaient fait une communication à New York. Eh bien, il y avait à ces communications 7000 personnes qui attendaient et autant dehors, tellement l'événement était important. Car imaginez que vous découvriez donc un conducteur qui ne dégage plus de chaleur, tout au moins le dégagement de chaleur est maîtrisé par l'environnement donc thermique. C'était extraordinaire. Ça veut dire que vous pouvez faire à ce moment-là des processeurs avec 100 milliards ou 1000 milliards donc de transistors dedans. Il n'y aura plus aucun problème puisqu'il n'y a plus aucun dégagement de chaleur dans la traversée des électrons dans les jonctions donc des transistors. Donc, c'est pour ça que je suis un tout petit peu sceptique aujourd'hui parce qu'on a un peu l'impression qu'on retrouve quelques vieux nanars qu'on a connus il y a quelques années et pour lesquels on n'avait pas trouvé de solution. Et enfin, donc, il faudra donc que le travail s'effectue sans la moindre perte d'information. Là, je peux vous assurer que c'est des choses qui ne sont pas du tout maîtrisées actuellement. Donc, vous voyez, ce fameux temps de cohérence, la nécessité de maintenir la machine dans un état de cohérence, quelques millisecondes, quelques centaines de nanosecondes, on ne manque pas grand-chose, mais au moins le temps de finir son calcul, ça, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Bien. Comment est-ce qu'on fabrique donc ces machines aujourd'hui On les fabriquera. Vous voyez l'allure, vous voyez sur cette image. Vous voyez, donc ça c'est un ordinateur quantique. Alors évidemment, ne cherchez pas à faire des comparaisons avec nos ordinateurs traditionnels, c'est tout à fait différent. Hein. Donc ce sont plutôt des engins, on va dire, de laboratoire. Alors, un ordinateur quantique pourrait être construit sur différents matériaux à condition que ceux-ci présentent justement cette fameuse caractéristique de superposition d'états quantiques comme les photons. On ne peut pas faire ça avec n'importe quoi. Il faut qu'ils aient des caractéristiques donc quantiques, justement, qui les rendent aptes et dédiés finalement à ce genre de fabrication. Alors, il y a d'autres technologies qui pourraient être exploitées, qui aujourd'hui, ça a fait l'objet de beaucoup de projets, d'études tout au moins. Hein. Alors, on parlera des ions piégés, c'est-à-dire en fait, ce sont des atomes qui sont ionisés, donc qui ont perdu un certain nombre d'électrons sur leur couche externe, et qui sont maintenus dans une enceinte donc ils ne peuvent pas s'échapper. Donc des ions piégés. On pourra utiliser également la résonance magnétique nucléaire. Pour les scientifiques qui sont parmi vous, eh bien, les atomes issus d'un condensat de Bose-Einstein. Alors certains circuits, donc effectivement un supraconducteur, les micro-ondes résonnants, etc. En fait, ce sont les ions piégés et la supraconductivité qui tiennent la route, de ce que l'on en sait, parce que on a des gens qui fonctionnent très bien. La grande différence finalement entre une machine traditionnelle et un ordinateur classique est que la première effectue un nombre relativement limité de calculs sur des données nombreuses et sort donc des résultats tout aussi nombreux, alors qu'une machine quantique, elle se contente d'effectuer un nombre considérable d'opérations et ne sortira qu'un seul résultat. Par exemple, elle pourra déterminer le calcul de tous les facteurs premiers, du nombre premier d'un nombre gigantesque, de 1000 chiffres par exemple. On vous dirait ça sert à rien, mais bon, enfin,
pas grand-chose en dehors de la cryptographie. Mais bon, c'est vrai que là, un ordinateur classique, il va mettre des milliers d'années, voire des millions d'années pour faire ce calcul. Un ordinateur quantique sera capable de le faire. Mais c'est très particulier. C'est d'ailleurs pourquoi on estime que les algorithmes quantiques et puis les machines quantiques pourraient justement être utilisées dans des algorithmes de cryptographie. Et c'est vrai que là, si on les utilisait comme ça, plus aucun système cryptographique ne pourrait résister. Impossible. Là, et donc, on serait capable de faire donc, le calcul des nombres premiers d'un nombre absolument gigantesque. Donc, la cryptographie qui pourrait être une grande consommatrice dans le futur, hein, mais je vous l'ai dit, en tout cas, c'est vraiment pas fait pour trier le fichier donc d'une base de données. Et puis, vous avez ici quelques exemples donc, d'usages possibles. Vous voyez, par exemple, des corrélations dans le domaine médical entre des ADN, la labellisation des images, l'extraction intelligente de signification. Là, on est bien dans le machine learning, c'est une des rares applications ou deep learning, donc un énorme volume donc, de données. Bon, c'est vrai qu'on peut trouver quelques applications aujourd'hui, mais on n'y est pas encore croyant. Bien. D'où scepticisme assez général. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien voir les choses fonctionner. Pour ce qui se passe, c'est finalement, c'est un peu curieux quand même. Hein. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans ce domaine. Alors, il y a un Canadien qui est D-Wave. Il y a Google, bien sûr, qui est très présent là-dessus. Il y a IBM. IBM est un chercheur par définition. Il y a Intel. Et puis, il y a tous les centres de recherche, bien sûr. Il y a des gens de la NASA qui travaillent là-dessus. Vous avez toutes les grandes universités américaines ou européennes ou canadiennes qui sont présentes sur ces sujets-là. Et cette communauté communique et collabore. Donc, la seule chose, c'est que ceux qui veulent gagner de l'argent avec ça ne sont pas forcément très bavards aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, c'est pour ça qu'on peut être assez sceptique sur les prouesses de D-Wave. D'abord parce que D-Wave avait annoncé, donc le Canadien, une machine qui faisait 2000 qubits. Donc, vous voyez, 2000 qubits, sachant que l'ordinateur va travailler sur la combinaison probabiliste des différents états de ces qubits. Effectivement, c'est prodigieux, sauf que je n'ai jamais vu. Il paraît que D-Wave aurait vendu une machine comme ça donc à la NASA. Je veux bien les croire, mais bon, je reste un tout petit peu sceptique sur la chose. Hein, voilà. Alors, les acteurs aujourd'hui qui se focalisent sur la mécanique quantique, hein, c'est par exemple Google qui lui a annoncé une machine de 53 qubits qu'il appelle le Sycamore, qui vient donc après une machine de 72 qubits, Sycamore ou Sycomore. Hein, mais la communication, en fait, ils n'ont pas fait exprès, hein, parce que c'est la NASA qui a annoncé ça, mais en fait Google n'avait pas annoncé cette machine. Donc une machine de 53 qubits. De toute façon, bientôt, donc on devrait pouvoir les voir. Hein. Google fait état d'un traitement sur cette machine de 53 qubits, qui a demandé 3 minutes et 20 secondes à son Sycomore, alors que la machine la plus puissante du monde aurait mis 10 000 ans. Moi, je veux bien le croire, hein, mais nous, vous et moi, nous sommes des gens, nous travaillons d'une manière très concrète, hein, pour des centres de calcul, et on est un petit peu blasés par ces annonces extraordinaires, demain, ça va être fabuleux, mais j'aimerais bien les voir, Et je pense que même si IBM a déjà proposé de travailler sur son cloud, sur des machines quantiques, avec des algorithmes donc, de mécanique quantique, d'algorithmique quantique, je ne prétends pas qu'IBM ment, en l'occurrence, c'est pas ça, mais il y a quand même des choses qui sont cachées, et utiliser un algorithme, c'est pas pour autant que la machine qui est derrière est une machine quantique. Oui, c'est ça. Alors moi, j'aimerais bien qu'on puisse aller regarder ça d'une manière un peu plus précise. Et IBM, d'ailleurs, aurait annoncé une machine à 53 qubits qui a été accessible dans le cloud. Et il ouvre maintenant, dans ces jours-ci, un Quantum Computation Center, donc à New York, avec 5 machines, 20 qubits, et puis le fameux nouveau 53 qubits. Et puis, donc, Intel aurait fabriqué lui aussi un processeur quantique à 49 qubits. Si vous voulez, moi, ce que je me dis, c'est que j'attends de voir à quoi on va bien pouvoir se servir, à quoi elles vont servir ces machines, quand on arrivera à les maîtriser. Si elles sont fabriquées avec des supraconducteurs, je doute bien qu'on puisse y arriver, hein, ça me paraît quand même un peu difficile. Bon, donc on verra, peut-être que ce sera le futur, hein, mais moi je suis quand même relativement sceptique sur le sujet. Donc si vous voulez suivre nos résumés, puisque nous arrivons au bout de cette heure, aussi bien pour l'intelligence artificielle que pour les machines quantiques, je pense que on est un petit peu dans le rêve et la supputation.
C'est bien beau, les consultants peuvent faire des plans sur la comète et dire qu'il va se passer ceci et cela demain, mais concrètement, il y a quand même des choses qui ne sont pas résolues. Au niveau de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence, c'est simplement de la simulation, c'est autre chose. Qui effectivement va être très intéressant, en particulier pour manipuler des très grands volumes de données. Et puis, du côté des machines quantiques, restent des problèmes donc de cohérence ou de décohérence, des problèmes de fabrication, des problèmes d'algorithmique également, parce que ce que tu es capable de faire une machine quantique n'est pas adapté nécessairement au traitement que nous faisons dans nos centres de calcul. Donc, je suis très sceptique et je pense qu'on en a trop parlé, on a dit trop de choses sur les sujets, et comme dirait le Gardner, on va être assez rapidement dans la courbe, vous savez, la fameuse courbe de désillusion, avant de passer peut-être à un plateau de productivité. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je voulais également vous annoncer donc que nous faisons nos rendez-vous maintenant sur des thèmes très précis, de manière régulière toutes les semaines. Vous êtes conviés en permanence donc à ces rendez-vous. Alors le prochain, c'est le lundi 21 octobre, donc sur le BYOD, je serai avec vous. Je signale tout de suite, je vous le dis d'avance, que BYOD, je considère que c'est l'une des plus grosses énormités qu'on ait inventées depuis quelques années, parce que je me demande bien comment vous allez pouvoir gérer un parc de mobiles si vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Il ne faut pas oublier les fondamentaux. Hein. Le 13 novembre, nous parlerons d'actualité. Le 18, on parlera de transformation digitale. Là encore, pour en dire, non pas du mal, mais pour nous, c'est simplement l'évolution donc d'une informatique qui existe déjà. Donc, je pense qu'il faut rester sérieux. Le 29 novembre, nous parlerons des nouveaux concepts des data centers. Donc, aujourd'hui, avec les systèmes de cloud, les systèmes de FAS, donc les fonctions qui sont hébergées dans le cloud, les serveurs désagrégés, etc. Ça, c'est une révolution, mais très pratique et concrète, hein, celle de nos centres de calcul. On reparlera d'actualité donc le 6 décembre. Ensuite, on parlera de programmation fonctionnelle, qui est on va dire un nouveau paradigme que touchent aujourd'hui donc les développeurs, hein, qui vient se greffer aujourd'hui sur les langages orientés objets. Très intéressant, très très intéressant. Et on va donc se familiariser avec tout ça. Et le 20 décembre, un peu avant Noël, pour se préparer à la fête, on parlera de gestion d'identité, d'habilitation transparente en continu et surtout, chers amis, à la disparition donc des mots de passe. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.